à tous. Aujourd'hui, épisode très très sympathique. Nous avons le plaisir de recevoir Monsieur Benjamin Albuquissi, professeur à l'IUT du Puy-en-Velay. Bonjour monsieur, Bonjour Corentin. est-ce que vous allez bien? Ça va très bien, merci. Eh ben c'est super. Aujourd'hui, nous avons un épisode sur le thème de la programmation, des applications. Et avant de commencer à rentrer dans le vif du sujet, est-ce que vous pouvez vous présenter à nos auditeurs? Eh bien sûr, je m'appelle Benjamin Albuquissi, je suis enseignant-chercheur à l'IUT du Puy-en-Velay en informatique. Voilà, je nourris une passion pour l'informatique depuis très très longtemps. Et c'est donc tout naturellement que j'ai choisi cette orientation pour ma vie professionnelle. Et voilà, je suis très content d'être ici, d'être interrogé enfin. C'est pas normal que je sois pas sur le premier épisode, mais je vois qu'il y a une nouvelle équipe et que ça y est, enfin, vous avez compris qu'il fallait vraiment m'inviter. Évidemment, non, mais c'est vrai, on aurait dû y penser plus tôt et il y avait les ambitions pour, mais malheureusement pas le temps. Donc c'est pour ça, encore une fois, merci d'avoir accepté cette interview aujourd'hui. Vous êtes arrivé à l'IUT en 2006, c'est bien ça? C'est ça, je suis arrivé en 2006. Alors, bon, je vais vous raconter un peu ma vie, si vous avez le temps, Ah hein. bah bien sûr, Vous hein, avez 2 heures devant vous, c'est bon? je vous en prie, allez-y. Alors en fait, je suis tombé dans l'informatique étant tout petit, un peu comme Obélix, même si j'en ai pas le physique. En fait, c'est dès mes 5 ans, en fait, mon père a ramené, en fait, à la maison un ordinateur. C'était un CPC 6128 de chez Amstrad. Et ça, ouais, bah, vous pouvez pas connaître. Ça, c'est normal, cherchez pas. Faut aller chercher dans des vieux sites internet pour trouver ça. Et en fait, donc, ça a été mon premier contact avec l'informatique. J'avais 5 ans. Alors évidemment, je faisais pas de la programmation à l'époque. C'était un peu la console de jeu de la maison et un peu l'ordinateur à tout faire. C'était même pas un PC, hein. Faut se remettre dans le contexte des années 80. C'était l'arrivée de la micro-informatique dans les maisons, mais vraiment pour quelques geeks, dont mon père faisait partie. Et voilà. Et donc, tout de suite, l'objet m'a intrigué. Donc, au début, bah, comme tous les enfants, j'ai fait des jeux vidéo et tout ça. Et ce qui était assez particulier avec cette machine-là, c'est que ne serait-ce que pour lancer un jeu vidéo, il fallait lancer déjà une première commande de programmation. Il y avait un code à lancer pour pouvoir lancer un jeu vidéo. Donc voilà, donc moi ça m'a intrigué. Et puis dès que j'ai un petit peu grandi, je pense que ça devait être dès le CM2, j'ai commencé vraiment à faire de la programmation avec cette machine. Donc à l'époque, c'était du BASIC qui était utilisé en langage de programmation pour les Amstrad. Et en fait, il y avait pas internet aussi, il faut se remettre dans un contexte, vraiment, où on n'a pas l'impression que ça a pu exister. La seule façon que j'avais pour apprendre l'informatique, c'était le gros, gros bouquin qui était donné avec l'ordinateur et dans lequel, en fait, il y avait des exemples de programmes que, bah, il fallait copier à la main, caractère après caractère. Et voilà, avec, donc, c'était des centaines de lignes de code, tout ça pour obtenir après un petit jeu vidéo, voilà, donc il y avait différents exemples. Je me souviens qu'il y avait un Tetris, par exemple. Donc voilà, donc j'avais fait ça et j'avais trouvé ça extrêmement passionnant de pouvoir donner des instructions à la machine qui ensuite bah, les reproduit et fait ce qu'on lui demande. Et donc j'ai trouvé ça vraiment passionnant. Voilà, donc ça c'est mon premier contact avec l'informatique. Et puis ensuite il y a eu les années collège. Et dans les années collège, j'ai eu un super prof de techno avec lequel en fait j'avais fait de l'électronique. Et en fait j'ai trouvé tout de suite le lien entre l'informatique et l'électronique qui me donnait en plus la possibilité avec l'électronique de pouvoir interagir avec le monde réel, quoi. C'est-à-dire que dans l'informatique, on est uniquement sur du logiciel, du virtuel, et avec l'électronique, bah, j'avais la possibilité d'allumer des diodes. C'était trop joli. Voilà. Donc du coup, c'était voilà. Et donc ça a été mon premier contact avec ce monde-là. Et tout de suite après, bah, ça a filé ma voie. Je suis parti dans une école d'ingénieur pour faire de l'électronique et de l'informatique, pour faire, je sais pas, à l'époque, c'était très ouvert, ça pouvait être de la robotique ou n'importe quoi. Mais je savais que voilà, ces 2 mondes-là m'intéressaient. Et en école d'ingénieur, j'ai vraiment, fait le choix, en fait, de partir vraiment sur l'informatique. Voilà, je trouvais ça plus passionnant, il y a pas de raison particulière pour ça, mais voilà. Et donc, en école d'ingénieur, eh bien, je me suis dit: «Pourquoi m'arrêter si tôt?» Après un bac+5. Et donc j'ai fait une thèse derrière pour, devenir docteur donc en informatique. Donc, le sujet de ma thèse, c'était, de faire un logiciel de suivi de cicatrisation des escarres. Les escarres, ce sont des plaies
qui se font, sur le corps suite à une pression prolongée. Donc ça va atteindre, les personnes qui sont, alitées par exemple, qui sont dans le coma ou des choses comme ça. Ça peut, arriver ou alors qui ont des problèmes de santé et voilà, ça génère ce genre de plaies et la cicatrisation est particulièrement compliquée, et donc le système informatique que j'avais fait était basé sur de la vision, par ordinateur et regarder en fait, la plaie à différents temps et s'assurer en fait que la cicatrisation allait dans le bon sens, et donc donner des conseils aux soignants pour, adapter le traitement, pour, avoir une meilleure cicatrisation. Donc voilà, ça c'était le sujet de ma thèse, de la vision par ordinateur et à la fin de cette thèse-là, eh bien, il fallait trouver un métier que je m'étais orienté pendant cette thèse-là, j'avais l'objectif quand même de devenir enseignant-chercheur et donc à la fin de ma thèse, j'ai trouvé un poste au Puy-en-Velay. Voilà, c'est ça que je suis ici au Puy-en-Velay. OK. Eh ben, c'est un parcours vachement intéressant et vachement complet. Et justement, à votre arrivée à l'IUT, c'était comment? Parce que nous, aujourd'hui, on fait beaucoup, beaucoup de C++ à l'IUT. Quand vous êtes arrivé, le C++ était déjà en ordre? Est-ce que vous étiez déjà un peu un expert de ce langage-là? Est-ce que vous avez instauré des nouvelles choses en arrivant? Alors, vaste sujet. Alors déjà, quand je suis arrivé, il y avait le choix du langage était déjà fait. C'était déjà du C++ qui était, enseigné, ici dans ce département. Donc je le redis, même si je le dis déjà en cours, vous le savez parce que vous êtes mes étudiants, mais en même temps, les auditeurs ne le savent peut-être pas forcément. Pourquoi le choix du C++ alors que tous les départements d'informatique, ont switché de langage? Pour ceux qui faisaient du C++, on doit être peut-être les derniers ou les on ne doit pas être nombreux encore à continuer à faire du C++. Donc la raison pour laquelle on a choisi ce langage-là et qu'on le maintient, c'est parce que dans notre orientation de département vers l'image, fait qu'on a besoin d'avoir de la performance dans les programmes que l'on fait. Et le C++ est un bon langage pour ça. C'est le langage le plus établi pour tout ce qui est dans les moteurs de jeux vidéo, dans les systèmes qui vont produire ou analyser de l'image. C'est ce langage-là qui est le plus utilisé. Donc voilà pourquoi on utilise ce langage-là. Et donc le choix était déjà fait. Donc je suis arrivé. J'avais déjà mes compétences en C++, qui ont évidemment continué à grandir et qui continuent encore aujourd'hui de grandir, parce que le C++, c'est aussi un langage qui est vivant. C'est-à-dire que quand je suis arrivé en 2006, le C++ était dans une norme basée en 2003, et puis il y a eu des nouvelles normes qui sont sorties en 11, donc 2011, en 2014, en 2017, en 2020, 2023, il y en a une prochaine en 2026. Donc voilà, donc ça continue, et donc à chaque fois on en apprend beaucoup, 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 et voilà. Et donc la force de ce langage, c'est qu'en fait il se veut pragmatique, c'est-à-dire que comme je le disais, on peut avoir de la performance, donc on peut aller faire de l'optimisation, d'être hyper précis sur ce qu'on va demander à la machine, et en même donc ça demande en fait des compétences et puis une finesse de programmation qui est difficile à atteindre, mais en même temps, on peut utiliser le langage à un très haut niveau d'abstraction, c'est-à-dire qu'on va pouvoir discuter simplement avec la machine, et c'est le langage qui va faire le travail derrière pour traduire en fait l'instruction de l'humain pour que la machine soit capable de la comprendre. Et donc c'est ça qui est intéressant avec le C++, c'est qu'il a une énorme plage de compétences où on peut être très proche du processeur et en même temps très éloigné aussi si on a envie de faire des choses rapidement, sans trop se prendre la tête. Ça a des forces et ça a des inconvénients aussi, mais voilà, c'est le choix du langage qui a été fait. Donc voilà, donc moi, en fait, donc du coup, sur, le département, ce que j'ai apporté, c'est cette évolution, en fait, sur la norme du langage, à rajouter, en fait, régulièrement, en fait, à reprendre le cours, à ne pas hésiter à sacrifier des parties entières du cours, parce qu'en fait, ça devient obsolète, parce qu'en fait, des nouvelles fonctionnalités du langage sont arrivées et qui font que, c'est plus simple, ou plus performant ou plus sécure, faire d'une nouvelle façon. Voilà ce que j'ai apporté sur le département. OK, très bien. Et alors on pourrait peut-être aussi parler d'une autre chose que vous avez apportée. Est-ce que vous pourriez nous parler un peu de LibGraph 2? Bien évidemment que je vais vous parler de LibGraph 2, c'est mon bébé. Alors, LibGraph 2, qu'est-ce que c'est? Donc LibGraph 2, si vous n'êtes pas du département informatique, du Puy-en-Velay, vous ne connaissez pas et c'est bien normal. Ça ne se veut pas être quelque chose de fortement répandu. L'idée, en fait, qui est derrière LibGraph 2, déjà pour la présenter, c'est une bibliothèque de programmation qui va permettre de faire des interfaces graphiques simplement, rapidement et sans trop se prendre la tête. L'intérêt de cette bibliothèque, pourquoi je l'ai développée, c'était pour permettre rapidement aux étudiants de sortir en fait de l'application, standard en fait d'apprentissage de l'informatique qui est juste, j'affiche dans la console donc une ligne de texte qui dit: «Bonjour le monde», et d'interagir, uniquement avec le clavier et puis avec des choses de pauvres.
Donc rapidement, pour, mettre un peu d'enjeu et mettre un peu d'intérêt dans la programmation, le fait de basculer sur l'interface graphique, ça rend les choses beaucoup plus, sexy, je dirais, c'est-à-dire, attractives, quoi. Et donc, c'est pour ça que j'ai développé cette, bibliothèque. Et donc là, on pourrait me demander: «Mais oui, mais alors pourquoi pas utiliser des bibliothèques qui existent déjà?» Bah, tout simplement parce qu'elles sont compliquées. Voilà. Et donc, l'intérêt de LibGraph, c'est, de très facilement, en quelques lignes de code, avoir une fenêtre dans laquelle on est capable de dessiner et puis d'interagir avec, clavier, souris et voilà. Il y a plein de bibliothèques qui sont capables de faire ça. On peut penser à Qt, par exemple, qui est une énorme usine à gaz qui fait pas que du graphisme, ça fait beaucoup, beaucoup, beaucoup de choses et donc, y rentrer dedans, c'est relativement complexe, surtout quand on débute la programmation. Il y a d'autres bibliothèques, je pense à la SDL, par exemple. La SDL, un peu les mêmes difficultés que Qt, même si c'est plus léger, c'est qu'il y a vraiment un style de programmation qui est forcé par la bibliothèque, alors que bah, quand on débute la programmation, il y a certains concepts qu'on n'a pas encore et qui vont nous empêcher en fait, de pouvoir utiliser la SDL correctement. Donc l'intérêt de LibGraph, c'est ça, c'est que en fait, c'est une bibliothèque qui évolue à l'usage avec vos capacités en programmation. Au début, on pourrait même commencer directement la programmation, l'apprentissage de la programmation avec cette bibliothèque, parce que au départ, on est capable de l'utiliser en connaissant juste en fait que des variables et appeler des fonctions. C'est tout. Et puis après, progressivement, la bibliothèque, elle peut s'adapter et on peut rajouter de l'objet, on peut rajouter en fait tous ces concepts-là qui sont appris au fur et à mesure. Voilà. Donc ça, c'est le seul intérêt de LibGraph, c'est ça, c'est l'intérêt pédagogique. Ce n'est absolument pas fait pour faire des vraies applications qu'on va distribuer parce que c'est pas performant. Ça l'avantage de la simplicité et c'est le seul avantage que ça. OK, on parlait un petit peu plus tôt, d'évolution dans le C++ et LibGraph 2, donc il y a forcément eu un LibGraph 1 et alors, c'est quoi la différence entre LibGraph 1 et LibGraph 2 et surtout, est-ce qu'il y aura une version 3, peut-être 4 de LibGraph? Alors, LibGraph 2. Pourquoi 2? Alors ça, c'est un petit, pied de nez que je fais à un ancien, prof que j'ai eu, qui avait fait une bibliothèque qui s'appelait LibGraph, qui est très, 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 très perfectible, voilà. Et donc c'est pas moi qui l'avais faite et LibGraph 2 n'est absolument pas basé dessus. C'est juste que enfin voilà, c'est juste pour le petit, clin d'œil à l'ancien prof, je l'ai mis directement dès que j'ai produit, LibGraph, la version 2, voilà. Et pourquoi pas? OK. Voilà, c'est Non, juste mais c'est ça. vrai. Et alors donc du coup maintenant est-ce qu'il va y avoir une version 3? Oui. Quand elle sera prête, voilà. Alors, dans l'historique, LibGraph 2, j'ai dû commencer, le développement en 2010, par là, à peu près 2009-2010 et en fait tout de suite, j'ai fait un mauvais choix technologique, mais qu'en fait, on peut pas enfin qu'on voit, après avec le recul, c'est qu'à l'époque on était encore sur du Windows XP. Et donc, j'ai basé en fait le développement sur l'API de Windows qui s'appelle GDI+, et qui, bah, quand c'était poussé par Windows, on se dit, bah voilà, c'est ça l'avenir. Sauf que Windows Vista est arrivé, avec, qui est vite oublié et qui est passé à Windows 7. Et là, Microsoft a dit, non, non, mais GDI+, n'utilisez pas, c'est nul. Voilà. Donc, je suis en train de pleurer depuis 2010 de ce choix. Et voilà. Et donc du coup, depuis 2011, je pense que j'ai commencé la version 3. Voilà. On est en 2025, toujours pas fini la version 3. Parce que la version 3, bah, je me suis dit: «Ouais, bon, bah, du coup, je vais laisser tomber les trucs de Microsoft, je vais passer sur du OpenGL» et puis après, Vulkan est arrivé, donc je me suis dit: «Ouais, bah, pourquoi pas avec Vulkan?» et puis après, je me suis dit: «Oui, mais bon, ils vont encore me la faire à l'envers, ils vont sortir encore une API, donc je vais partir plutôt sur, un truc basé sur Qt que je ferai une surcouche par-dessus. Oui, mais Qt, c'est énorme, et cetera». Donc en fait, voilà, c'est plein de trucs comme ça, en fait, qui n'arrêtent pas de se passer sur la version 3. Et puis, c'est le manque de temps aussi qui fait que, bah, j'arrive pas à finaliser un truc. Mais oui, oui, elle est en cours, hein, la version 3. Plein de trucs, hein. Très bien et bah, en parlant justement de projets en cours, est-ce que, vous avez, d'autres projets à venir? Alors un peu de tout, soit une nouvelle application, soit une nouvelle bibliothèque, soit, peut-être une réorientation de métier. Est-ce que vous avez, quelque chose à venir, Alors, une réorientation de métier, c'est pas l'ordre du jour. Que j'aime trop, l'enseignement, voilà, mon métier d'enseignant-chercheur, j'adore. Donc du coup, ça, c'est pas prévu que je change. En revanche, donc des projets, j'en ai plein. Des projets de développement, de bibliothèque, de machin comme ça, je dois en avoir bien peut-être une dizaine d'entamés, quoi. Ça, c'est normal, hein. Tout bon développeur fait ça. Voilà, et ne finit jamais rien, c'est aussi normal, voilà.
Mais bon, voilà. Là, en ce moment, je suis en train de me dire: «Tiens, comme ça pour le sport», pour le moment, après ça peut peut-être devenir un vrai projet, de faire une application web, mais, en C++. Voilà. Oui, je sais, je me lance des défis un peu comme ça. C'est pas dit comme ça peut paraître absurde, mais en fait, ça l'est pas tant que ça. Donc déjà, c'est un énorme intérêt, pédagogique pour moi, c'est-à-dire que je vais, apprendre plein de nouvelles choses, ça j'adore. Et l'autre truc, c'est que aussi, bah, quand on regarde tous les frameworks de développement web basés sur des langages interprétés comme le PHP, ou alors des trucs tout en JavaScript et tout ça, depuis le début de ces langages-là, je pleure à me dire: «Mais non, mais arrêtez de gaspiller de la ressource d'exécution sur les machines et passez sur des langages, compilés». Donc il existe des frameworks écrits en C++ qui permettent de faire du développement web, côté serveur, et même côté client si on veut, et donc du coup, bah, j'essaye de prendre la main là-dessus. Voilà, en me disant que, bah, c'est forcément, plus, performant d'un point de vue des ressources. D'ailleurs, c'est ce qui est poussé en avant par ces frameworks, et voilà. Et en fait, le style de programmation est pas si loin des frameworks, classiques, faits avec PHP, ça. On retrouve toujours les mêmes, modèles de programmation, mais en C++, donc c'est cool. OK. Est-ce que finalement ce serait pas juste pour éviter d'utiliser le HTML? Non, mais si, forcément, de toute façon, derrière, il y aura forcément du HTML parce qu'il faudra l'afficher dans un navigateur. Quelle Voilà. déception. Ça, c'est décevant, je sais, mais c'est comme ça. Mais ça sera peut-être juste un simple, HTML avec, la base de base, quoi, un body, et puis après à l'intérieur que du JavaScript qui sera fait, en fait, en WebAssembly, directement poussé par du C++, et voilà. Surtout ne pas s'approcher de ces langages qui sont, l'enfer. Non, mais je plaisante. Ceux qui me connaissent savent que c'est de la plaisanterie. On peut faire des trucs très bien avec JavaScript et avec PHP et avec HTML et tout ça. Il y a des grandes compétences là-dedans. Pas en train de dénigrer mes chers confrères, qui travaillent sur ces technologies-là. OK et bah, ça a l'air d'être un projet vachement intéressant. Est-ce que alors, je me permets, juste une petite aparté, sur votre histoire un peu personnelle avant de passer à la dernière partie de cette émission. Vous me parlez quelquefois en cours, de théâtre. Oui, Est-ce que vous voulez en parler un petit peu plus, oui, en effet, je parle souvent de théâtre. Alors pourquoi je parle souvent de théâtre? Bah, parce que j'en fais, voilà. C'est tout bête. Et pourquoi j'en fais? Bah, parce qu'en fait, c'est le même métier, en fait, que d'être sur scène, à parler à un public, ou être, en bas d'un amphi et parler à des étudiants. Pour moi, c'est la même chose, et d'ailleurs, les 2 en fait, dans ma tête, se nourrissent l'un de l'autre. Quand je fais des cours, j'essaye de les rendre le plus vivants possible, et donc du coup, ben, le théâtre m'aide là-dedans, et inversement, bah, le fait de faire des cours devant des étudiants, ça m'aide aussi dans le théâtre, pas avoir peur du public, par exemple, ou des choses comme ça, quoi. Donc, les 2 se nourrissent. Et évidemment pas la même chose quand on fait un cours, on va raconter des choses vraies. Quand on fait du théâtre, on va jouer un personnage. Mais en même temps, quand on fait un cours, on joue aussi un peu un personnage. Donc voilà. C'est voilà, donc c'est quelque chose qui m'a toujours attiré aussi, le théâtre, et voilà. C'est plus facile de vivre de l'informatique que du théâtre. Donc, je pense que c'est ça aussi qui m'a décidé, hein. Ouais, je pense aussi, mais effectivement, on ressent assez bien cette, envie un peu d'échanger, j'ai envie de dire, dans vos cours. Vos cours effectivement, ils sont assez vivants et on vous en remercie parce qu'ils sont vraiment intéressants pour le coup. Merci, plus un pour toi. Yes. OK, très bien. Alors je vous propose de passer à la dernière partie de ce podcast. Alors c'est un petit jeu que j'ai concocté. Alors c'est un jeu vraiment très, très simple et très rapide. Je vais vous citer, des dates de l'informatique en rapport avec des langages de programmation. Alors, je vais vous dire des dates et il va falloir deviner à quel, langage ces dates sont affiliées. Donc c'est, la première apparition de ce langage, un peu confus, mais voilà. Non, mais j'ai à peu près compris l'idée, mais il faut bien noter que dans tout ce que j'ai raconté, j'ai absolument pas parlé d'histoire, hein. Voilà, je suis très nul en date et en histoire. Et bah, ce sera justement l'occasion de vous poser, à notre tour une colle. Mais, ouais, vous inquiétez pas, c'est pas très, Je suis impatient. alors, première question. En 1959, c'est l'apparition du Oh là, en 59, c'est l'apparition de l'informatique? Alors qu'est-ce que ça peut être en 59? effectivement, Faudrait quand même pas le COBOL? si, tout à fait, Eh ben voilà. 1959, le COBOL. 1972, c'est une date assez importante, car c'est l'apparition Alors 72, oh ça va être le C peut-être? tout à fait. Bon, finalement, vous vous Ah, j'ai un débrouillez. sans faute encore là, c'est magnifique. Alors celle-ci, je pense que pour vous, elle sera très facile. 1983. Bon, je vois pas. C++? Oh bah, je pense que ça va être un sans faute.
pour 91, en 1991. 91. Un langage de programmation encore. Non, justement, c'est là le piège, c'est pas un langage de C'est de programmation. l'HTML, c'est ça? Tout à fait. J'étais là à 91, ouais, c'est ça, c'est les débuts d'internet, le tout début d'internet, ouais, donc ouais, HTML. Et en 91, il y a également un deuxième langage de programmation. Alors celui-là, peut-être que vous le trouverez pas. Alors, un autre langage en 91, ça pourrait peut-être être le Java, mais ça me paraît tôt pour le Java. Effectivement, c'est pas le Java. C'est pas le Java. Que ça peut être en langage de programmation, ça peut pas être le JavaScript. Il n'y avait pas Java, on n'appelle pas le Java. Du coup, bah, Angosha, là. Langauge je peux vous donner un indice, c'est un langage Fortran peut-être. pardon? Le Fortran, c'est pas le Non, Fortran? non, Pascal. Non, non. Pascal c'était avant. Non, je sais pas. Alors indice, vous nous en avez parlé au début d'année et c'est un langage aujourd'hui qui est, vraiment très répandu. Ah. Je vous parle de quoi? Je vous parle de PHP, mais ça veut pas être le PHP. Je vous parle de quoi? Je vous parle de plein d'autres langues de basique, mais le basique, c'était bien avant. Il y en a un que j'ai pas dans ma tête là. Ah, bah, c'est un langage qui consomme 40 fois plus que le C++. Le Python est pas arrivé Si, si, en 91, le Python? 91 le Python. Ah ouais, je voyais ça bien plus tard, moi. Moi Je aussi ça voyais m'a ça retourné. vers 98 par là, quoi. Et bien alors, là vous l'avez dit, juste avant, en 1995, 2 langages, Bah, Java, c'est ça alors? C'est c'est celui-là? ça, ouais, Java et exactement. JavaScript? Java et JavaScript, tout à fait, en 95. Vous l'avez dit aussi juste avant, 1995 encore une fois un petit peu plus tard. Alors, qu'est-ce que j'ai dit? J'en ai dit plein, j'en ai dit plein, PHP. Tout à fait. Bon, finalement, vous en sortez vraiment bien. Dernier de notre liste et après, j'ai une deuxième petite partie du jeu, en 1996. Encore un langage en 96? Alors, ça peut être un truc de Microsoft, là, peut-être le C Sharp? Non? Non, Non, c'est plus tard ça. Oui, non, c'est bien plus tard. En 2003, ça, un truc. Alors, c'est un piège. c'est un piège. C'est un piège. C'est pas un langage de programmation. Le HTML, je l'ai déjà dit. Tout à fait, Il y a d'autres langages qui sont pas des langages. Le SQL, mais ça, c'était bien avant, très, 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 très avant. tout à fait. J'ai dit que Alors celui-là, vous l'avez pas je l'ai encore pas dit dit. en fait. Vous l'avez pas encore dit. Qui est souvent utilisé de pair avec le HTML. CSS? Tout à fait. Ouais, ouais, mais non, mais c'est même pas un... Ouais, non, mais non, mais non. Ah! Si on parle de CSS, il y a le fichier texte aussi. Le texte, Non, et c'était juste pour vous faire un piège à la fin. Bon, et bah, je suis bon, tombé dedans. finalement, vous en êtes très bien sortis sur la partie langage de programmation. Alors, je vous propose une deuxième partie, cette fois-ci sur les systèmes d'exploitation. Ouais. Alors, beaucoup moins de dates. En 1969, un des tout premiers systèmes d'exploitation. Un des premiers systèmes d'exploitation, 69. Euh, Peut-être un truc d'IBM, ça, non? Je sais pas. Unix, Tout à fait, Unix. évidemment. Unix, puisque c'était le premier, c'est le grand-père. Tout à fait. En 1981, Ah, c'est le DOS. tout à fait, MS-DOS, 1981. En 1985, l'apparition du très très connu Ah, ça, c'est le Mac, c'est en 85, non? 85, non, c'est Non, pas c'est Mac. 84, le Mac. 85, encore un système. Bah, c'est Windows alors. Oui, Oui, c'est exactement, Windows. Windows. Ouais. Aujourd'hui, du plus en plus répandu en 1991. Et donc en 91, bah, c'est. De quoi? Hein? Quoi? Min- C'est quoi ta question? 91? Oui, en 1991, il y a l'apparition aujourd'hui d'un langage, enfin, pardon, D'un système? d'un système Ah, ben c'est d'exploitation, Linux alors. tout à fait, Oui. Linux. Et alors, le dernier de la liste, en 1984. 1984. Non, 1980. 94. Mi- Pardon? En 1994 ou 1984? 1984. 1984, bah ça c'est les systèmes d'Apple, là, c'est le Mac en macOS, tout 84. à fait. macOS. Bon, bah finalement, vous en êtes très très bien sortis. Toutes mes Ouais, je félicitations. suis trop fort. Je suis très modeste aussi. Alors, une dernière chose avant de nous quitter et de finir ce podcast. Est-ce que vous avez une recommandation pour nos auditeurs dans, peu importe le domaine, un film, une musique, à tout hasard une pièce de théâtre? Alors, pour les pièces de théâtre, celle de ma compagnie, bien évidemment, non, bah, non, je ne vais pas faire ça, parce qu'on en a plus en ce moment, on est en train de préparer la prochaine. Donc il faudra venir nous voir en octobre. Voilà, je donne rendez-vous.
Et où est-ce qu'on peut vous retrouver? Et donc ça sera Saint-Germain-la-Prade. Voilà, donc je vous recommande ça, mais plus sérieusement, en cinéma et en série parce que j'adore ça, je recommande la dernière que j'ai vue là, ça ne parle pas du tout d'informatique et encore un petit peu parce que ça se raccroche aux réseaux sociaux. C'est une série sur Netflix qui s'appelle Adolescence. Et alors, ce que je trouve excellent dans cette, série, bon, outre le sujet qui est traité qui est fort quoi, c'est les problématiques autour de l'adolescence, rentre pas plus dans les détails parce qu'il faut vraiment voir la série. Mais c'est surtout la mise en scène en fait qui m'a vraiment, bluffé. C'est que c'est 4 épisodes, c'est une mini-série donc ça se regarde vite. Il y a on fera pas pour 10 saisons à la Game of Thrones quoi. On a, en fait 4 épisodes qui durent 1 heure et ce sont tous, enfin tous les 4, ce sont des plans séquences. C'est-à-dire que, ça a été, filmé en temps réel, 1 heure comme ça, il y a pas de montage et donc c'est un énorme travail, pour, la réalisation, à la fois, beh, des comédiens évidemment, mais aussi, parce que bon, on peut se dire c'est une pièce de théâtre au final, mais c'est plus que ça parce qu'il y a aussi toute la gestion de la caméra, de l'équipe technique qui doit bien être cachée et cetera. Les placements, de caméra entre les différents caméramans et cetera. Non, vraiment c'est un chef-d'œuvre en fait de réalisation, c'est juste magnifique. Ça, c'est ma recommandation, du moment. Après, sur des séries liées à l'informatique, j'avais bien aimé, Mister Robot qui commence un peu à dater, voire peut-être, 5 ans peut-être? Je sais pas, un truc comme ça. Voilà. Et puis le film qui m'avait marqué dans mon enfance, mais je pense que si je le regarde aujourd'hui, j'ai les yeux qui saignent, c'est War Games. Très connu War Games. Voilà, très, très connu, mais voilà, ça fait très, très longtemps que je l'avais pas vu aussi et je pense que si je le regarde aujourd'hui, je vais faire, «Quoi?» Voilà. Donc voilà, donc l'histoire en fait d'une guerre nucléaire potentielle, parce qu'en fait un petit pirate informatique dans sa chambre, avait joué, au morpion avec un ordinateur, de contrôle de l'armée, voilà. Ça pourrait mener à un débat assez intéressant sur, la prise de décision justement, Mmh, des armes, qui devient alors surtout aujourd'hui avec l'apparition et la popularisation pardon de l'IA, c'est mmh. un sujet qui devient de plus en plus intéressant, mais malheureusement, nous arrivons à la fin de notre émission. C'était, monsieur Benjamin Albric ici. Merci beaucoup d'être venu. Merci d'avoir accepté cette interview. Et ben merci pour l'invitation. Avec plaisir. Ah et pour nos éditeurs, j'espère vous retrouver très vite dans une prochaine émission et je vous dis à très bientôt.